Bonsoir madame, bonsoir monsieur, soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Plaisir de lire, comme chaque mercredi après-midi sur Zouk TV. Comme chaque mercredi après-midi, j'ai le plaisir de recevoir un passionné ou une passionnée de lecture. Et cet après-midi, ce ne sera pas une exception. Nous avons un passionné, certains pourraient peut-être dire un revenant. Donc nous disons bonsoir tout de suite à... Bien, Stéphane Maugrand, pour ceux qui le connaissent, est effectivement un passionné de lecture qui nous pousse à apprendre davantage de nous-mêmes et sur les autres. Merci Stéphane, ça nous fait plaisir de te revoir sur le plateau. Plaisir partagé, merci à vous et merci à Zouk TV. Comme d'habitude, nous allons explorer différents horizons, horizons géographiques, historiques ou de réflexion. Et je pense qu'avec l'invité du jour, nous allons bien réfléchir. Qui sait, peut-être nous allons même nous amuser. donc, quoi vas-tu nous parler aujourd'hui? Bien, écoute, aujourd'hui c'est particulier dans le sens où j'étais dans une réflexion et qui a amené à me poser les bonnes questions et comment faire face aux challenges, aux défis que nous pouvons rencontrer humainement parlant, c'est-à-dire du point de vue personnel, du point de vue professionnel et familial, oui, et ce que nous côtoyons un peu tous les jours. Donc essentiellement sur ça. Donc ça a donné souvent l'expression que l'adage que les gens connaissaient, parfois on gagne, parfois on perd. Et j'ai voulu partager une de mes lectures par rapport à ça, qui m'a amené à faire aux gens découvrir, parfois on gagne, mais parfois on apprend. Voilà. Donc l'auteur qu'on va pouvoir partager aujourd'hui, c'est John C. Maxwell et on va découvrir de belles choses. D'accord. Parfois on gagne, parfois on apprend. Tout à fait. Qu'allons-nous apprendre? Bonne question. En fait, s'il fallait donner un petit aperçu de cet auteur, John C. Maxwell a beaucoup d'expérience de vie et de par ses recherches, de par ses expériences justement, il a pu amener à ce qu'on puisse en prendre lecture et pour permettre à chacun, en fonction des défis que nous pouvons rencontrer, pouvoir apprendre de nous-mêmes et voir nous dépasser. Et voir comment on peut faire face à des choses qui pourraient nous affaler, nous rendre au plus bas de notre énergie, nous reprendre en main par la motivation, par l'espoir, par le fait de s'enrichir en connaissances, en expérience et voir dans chaque point négatif quelque chose de beau, d'en sortir quelque chose de plus positif et pourquoi pas d'en sortir grandi. Voilà. Et donc ça amène à ce que nous pouvons apprendre. Donc on va apprendre de nos échecs. J'ai appris beaucoup de ça. Je ne savais pas qu'effectivement les échecs pouvaient être un lieu d'apprentissage et que c'est beaucoup plus riche qu'on peut l'imaginer. On va le voir tout à l'heure, mais je pense qu'on va rigoler parce que je ne savais pas qu'une université a été créée dans ce sens-là aux États-Unis, à Houston. Ils appellent ça l'ABC des échecs. Donc on vient apprendre à échouer, en fait. C'est une autre conception des choses. On vient apprendre à échouer. Oui. D'accord. Par exemple, la douleur de l'échec, est-elle utile ou est-ce simplement un mauvais moment à passer? La douleur de l'échec. Est-elle utile ou est-ce simplement un mauvais moment à passer? Ensuite, la plupart des gens parlent volontiers de leur réussite, c'est vrai, mais ils sont plus réservés quand il vient le temps de parler de leurs échecs. Effectivement, on constate ça. On a tendance à plus parler facilement de nos réussites que de nos échecs. Est-ce qu'on parle de Michael Jordan dans ce Oui, livre? tout à fait. Ah, d'accord. On parle aussi d'un basket... Enfin, pas que de lui, on cite certains basketteurs qui ont eu des expériences. On cite des entraîneurs, des coachs. Parce que ça a été le parcours de vie de notre auteur, John C. Maxwell, qui a justement pris beaucoup d'expériences de ceux qu'il côtoyait pour étoffer un peu ses écrits et notamment leurs citations. Parce qu'il y a des citations, on va en citer quelques-unes durant
notre échange d'aujourd'hui, mais c'est riche, c'est incroyable. Je vais en citer certaines du moins, de citations qui vont nous interpeller. C'est-à-dire la manière dont on peut formuler les choses, ça nous recadre, quoi. Voilà, parfois on gagne, parfois on apprend. Et comment l'ouvrage est structuré? Est-ce qu'il suit une trame chronologique, thématique comment... Alors, effectivement, c'est structuré, mais il apporte un style, je dirais pas nouveau, la manière de voir les choses. C'est-à-dire qu'on passe de la manière dont des coachs, des professionnels dans le monde de l'entreprise, dans le monde des médias, dans le monde de l'enseignement, vivent certaines choses. Et il amène à ce que... il met en avant, en fait, les expériences négatives et le comportement, l'attitude de l'individu à agir face, en fait, aux échecs, aux mauvais moments, aux mauvaises passades, je dirais, moments à passer dans notre vie. Et qu'en fait, c'est plus l'attitude qui importe que ce que la personne vit. Mais on n'y pense pas. On n'y passe pas parce qu'on est à fond dans le sujet. Par exemple, bon, on va en parler, mais il parle de la colère, par exemple. La colère est un état. Et lui, il va se dire, bon, on va par exemple analyser qu'est-ce que tel type d'échec ou tel type de comment dirais-je, de faiblesse ou de choses qui nous ont fait chuter, qu'est-ce que ça nous a enseigné comme principe? Et de différencier les échecs de nos défaites. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose d'assez intense, mais ce que j'ai appris, on va citer quelques points tout à l'heure, mais ce que j'ai appris, c'est qu'en fonction des échecs et des défaites que l'on peut avoir, c'est notre attitude, c'est-à-dire comment je vis cet échec-là, et qu'est-ce que j'y apprends pour pouvoir, par exemple, on apprend de ses erreurs. Le plus important, ce n'est pas de perdurer dans le schéma de répétitif de commettre des erreurs, mais on en a besoin. C'est-à-dire que ces erreurs-là sont nécessaires pour nous permettre de progresser, d'avancer. Mais il ne faut pas rester trop longtemps dans l'erreur, ne pas se conforter. Et on verra certains types de questions qu'on devrait être amené à se poser, mais qu'on ne se pose pas du tout. On est à des années-lumière de penser à ces choses-là. Donc voilà, et juste pour donner un peu l'idée, l'expression « parfois on gagne, parfois on perd » est souvent évoquée en pareille situation. Hein. Souvent, les gens vivent des moments difficiles, ça peut être au niveau sportif. Les jeunes, les parents qui emmènent leurs enfants au foot, enfin, pour ne pas citer une discipline, mais ça peut être le basket ou autre. Voilà, il a expliqué, l'auteur, qu'il a vécu une expérience quand il était plus jeune. Il devait jouer et en fait, il n'avait pas emmené sa tenue. Il avait oublié d'emmener soit un t-shirt ou quelque chose qu'il avait besoin pour jouer. Et il s'est dit, est-ce qu'il va demander à un de ses amis d'aller chercher pour lui? Parce qu'il était un peu la star de l'équipe. Il était hors de question qu'il perde. Lui, il ne sait que gagner. Il ne sait que réussir. Il ne sait qu'atteindre ses buts. Et là, l'entraîneur lui dit le plus important, ce n'est pas de gagner. Et il n'en revenait pas d'entendre ça parce qu'il voyait à ce moment-là, que c'est 14 ans, je crois, il était en train d'observer ses collègues sportifs sur le terrain, ses coéquipiers en train de perdre. Il est assis en train d'observer ça. Il a cherché par tous les moyens de trouver des solutions. Est-ce que quelqu'un peut y aller? Est-ce qu'il peut emprunter le t-shirt de quelqu'un? Mais c'était pas possible parce que chaque tenue a le nom du joueur. Donc, il a dû accepter ça. Il lui a dit de ne pas s'inquiéter, on fera mieux la prochaine fois. Et il a pris ça comme un enseignement. Que c'était la première et la dernière fois que ça lui arrivait, mais il a expliqué que ça lui a permis de grandir en humilité. La clé... Alors, j'ai vu que les clés de nos échecs et de ce qu'on peut vivre comme intensité émotionnelle, ça peut nous affecter, mais il y a des choses auxquelles on ne pense pas, qui sont beaucoup plus riches que tout ce qu'on pourrait posséder sur cette terre-là. Notamment, par exemple, la majeure partie d'entre nous cherchons le succès.
et on cherche la réussite. Mais rares sont les fois où on va chercher plus à apprendre de nos défaites, de nos échecs, de nos difficultés, de tout ce qui est en train, de tous ces embûches-là. Et en fait, les points essentiels qui peuvent nous aider, c'est notamment l'humilité. J'ai vu que il amène le lecteur à se concentrer sur des valeurs des ressources inépuisables. Donc l'humilité, qu'est-ce que ça peut nous apporter? L'espoir, d'accord? La motivation, que des choses, on va pas dire intemporelles, mais qui ont une valeur infinie, quoi. Qu'on peut trouver ça en chacun. Et en fait, il faut les posséder. Il faut trouver le moyen de les acquérir de manière à ce que lorsqu'on vit des moments intenses, parce que je vais prendre un exemple qu'il nous a donné, voilà, c'était assez fort. Alors, un exemple. Lorsque nous échouons, tout fait souffrir. D'accord? Oui. L'histoire, c'est qu'il arrive certaines personnes qui commencent une journée, ils commencent à avoir des difficultés, et toute cette journée-là, ils ne rencontrent que ça. Tout ce qu'ils touchent, tout ce qu'ils font, ils se disent, mais c'est pas possible. La voiture, j'avais vu dans un parking à l'université au Larentin, un grand parking que tout le monde connaît, et en fait, ils avaient fait des travaux. Et il y a certaines personnes qui étaient habituées à tourner pour prendre place, pour se garer. L'histoire, c'est qu'il y a une dame, qui a pris son véhicule et elle a gardé cette habitude. Mais ils avaient mis, accroché des barres de fer pour condamner cette entrée-là et d'en faire une aux deux extrémités. Et elle est rentrée d'une force avec son véhicule. Et comme vous pouvez l'imaginer, la face avant de son véhicule, le pare-choc avant, tout ça a été affecté. Et qu'est-ce que j'en ai retiré? Elle est sortie, mais elle était en colère, énervée. Mais elle pouvait être en colère contre qui? Concrètement. En s'énerver, elle pouvait s'énerver de toutes les façons qu'il soit, mais elle pouvait être en colère contre qui? Et on va découvrir, en fait, dans le livre que il nous arrive de faire face se confronter à des individus, à des choses que nous vivons dans notre vie. Mais souvent, on en veut souvent aux autres. D'accord? On en veut aux choses qui nous entourent. C'est toujours, c'est sa faute. C'est sa faute à elle, c'est sa faute à lui. C'est à cause de cet appareil-là. Si je n'avais pas fait ça comme ça. Et en fait, on ne se remet pas en question. On ne se dit pas que tout ce qui nous arrive dans notre vie ici-bas, c'est lié à une de nos actions. C'est-à-dire, les personnes que nous rencontrons, c'est pas un hasard. Hein, on a fait le choix de se déplacer. On rencontre des gens sur notre chemin de vie. Elles sont là pour une raison. Et en fait, quand on fait face à ce qu'on appelle des points d'inertie, je vais dire ça comme ça, c'est là qu'on doit se remettre en question sur soi. Et à un moment donné, on est obligé de faire comme une montgolfière. D'accord? Donc, en fait, si on veut avoir une meilleure attitude, on doit prendre de l'altitude. Mais ça passe par le fait de se détacher de certains sacs de sable. Bon, ça n'existe plus maintenant. On a toutes sortes de technologies avancées. C'est toujours à gaz, mais on peut orienter son ballon différemment. Et ce qui est bien dans le livre, c'est qu'il prend un exemple. Alors, je ne m'attendais pas à ça. Il y a de quoi inviter... je vous invite franchement à le lire, chers téléspectateurs, parce que franchement, c'était quelque chose. En fait, on a affaire à un entraîneur de chevaux. Et les entraîneurs de chevaux expliquent qu'en fait, on met des niveaux pour que le cheval puisse, bien sûr, comment on l'appelle-t-on encore? Celui qui monte à cheval, Et oui. Et oui, il monte souvent. Tu oublies le terme, hein? Effectivement, l'écuyer. Donc, l'écuyer ou voilà, ceux qui font de l'équitation, il y a un terme. Enfin, ceux qui montent à cheval. Et en fait, au fur et à mesure qu'ils entraînent chacun, ils entraînent avec différents niveaux. Le jockey, voilà. Et merci. Ils entraînent chacun en fonction des niveaux. Et ça va crescendo. Et il en est de même de deux étapes de notre vie. Donc, en fait, il est important de faire face aux échecs, à nos faiblesses, nos difficultés, nos défaites. Mais il est encore plus important de se remettre en question. Mais j'ai eu ces défaites-là, j'ai fait face à telle situation. Mais qu'est-ce que j'ai réellement appris
Donc parfois on gagne, parfois on apprend. Donc il peut arriver que je rencontre une difficulté au travail. D'accord? J'ai l'impression que tous les regards sont sur moi, au contraire. Qu'est-ce que j'en retire de ça? Parfois je gagne, mais parfois je peux apprendre, j'apprends. Et en fait, il y en a certains qui ont peur du regard des autres. Mais la seule personne qui est remise en cause, c'est nous-mêmes. Donc, qu'est-ce qui nous empêche de nous mettre devant un miroir et de nous préparer à parler en public? Moi, c'est comme ça que j'ai réussi. C'était pas évident de se lancer à cet exercice devant à plaisir de dire. Je me rappelle la première émission, le cœur et tout ça, mais le téléspectateur qui est derrière l'écran ne se rend pas compte. Il y en a certains qui veulent partager de leur bouquin, mais ils n'y arrivent pas forcément. Donc, ça peut être un challenge. Et pour revenir sur la chose, lorsque nous échouons tout fait souffrir, on rencontre des épisodes aux conséquences fâcheuses de notre vie. Alors, par exemple, lorsque nous nous évaluons, d'accord, on peut évaluer les conséquences de nos décisions, d'accord. Il dit, il y a Hugues Prater, c'est un auteur qui dit dès lors, si j'écoute mes erreurs, j'en ressors grandi. D'accord? Ça peut être quelque chose de très important. Pourquoi les échecs font-ils si mal? Alors, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi les échecs nous font-ils si mal? Parce que naturellement, on aime gagner. Oui. Et puis, on a, bon, un peu comme tu l'as dit en amont, on a tendance à associer un échec à une dévalorisation de soi. C'est-à-dire que, bon, je n'ai pas réussi, donc je ne vaux pas grand-chose. On a tendance à faire l'amalgame. Ou ça peut être aussi lié à l'éducation. L'éducation, plus maintenant, les choses ont évolué, mais il y a eu une époque où, au niveau de l'enseignement, quand on apprenait des choses, les enfants, j'ai connu ça, recevaient des coups de bâton parce qu'un mot était mal orthographié ou la leçon n'était pas bien su. Donc, ne pas réussir était considéré comme une punition. Une punition où on fait mal. Donc, certains ont été habitués, non, il faut que je réussisse tout de suite parce que si je ne réussis pas tout de suite, j'ai mal fait. Or, là, aujourd'hui, tu nous présentes une autre perspective. Il faut passer par... C'est le passage obligé, en effet, parce que pourquoi ça nous fait si mal? Il avait 20 ans, pas 14 lorsqu'il était avec ses collègues, ses camarades. Et le coach lui avait dit, après avoir projeté au sol un de ses adversaires, il était frustré. Alors, le coach lui dit, mais arrête, ce n'est qu'un jeu. Et sa réponse a été, alors laisse-moi gagner. Ce n'est qu'un jeu. Parce qu'il ne savait pas admettre une défaite, un échec. Et il a répondu, l'auteur, après, je ne suis pas très fier de cette attitude, mais je pense qu'elle illustre parfaitement la ferveur qui nous pousse à vouloir gagner. Lorsque nous gagnons, rien ne blesse. Lorsque nous échouons, tout est douloureux. OK? Et à chaque fois que vous entendez quelqu'un utiliser cette phrase, ce n'est qu'un jeu, c'est qu'il est en train de perdre. Hein? Alors, repensez à quelques défaites dans votre vie et à ce qu'elles vous fait ressentir. Pas de choses agréables, n'est-ce pas? Donc, c'est sûr, ce n'est pas juste la douleur ressentie sur l'instant qui est blessant. Nos échecs engendrent aussi d'autres complications et en voici quelques-unes. Donc, notamment, les échecs nous bloquent sur le plan émotionnel. Donc, on ne doit pas rester sous l'échec, mais on doit se dire, bon, j'y vais. Il faut des fois oser. C'est comme, je me rappelle, les premières fois que je suis allé sur une piste de danse, la notion où on doit demander à l'autre à danser. Et je me rappelle qu'on n'aime pas être refoulé, n'est-ce pas? Mais il faut savoir user de stratégies, il y a des façons de faire. Et moi, en fait, j'avais cette habitude de... bon, si je ne vais pas vous demander la confidence, mais j'ai été invité une fois et en fait, j'avais fait en sorte de trouver une astuce. Je suis là, mais quand je voyais autant de jeunes hommes comme moi-même à l'époque demander à danser et on leur disait non, je me suis dit, mais je peux pas aller dans ce sens-là et vivre cette épreuve-là, c'est trop difficile. Et en fait, j'ai trouvé une astuce très simple. Bon,
Je dis pas que ça marche toujours parce que les choses évoluent. Mais je demandais en fait au loin. Au loin. je demandais à distance et c'était hocher de la tête, mais comme on était au loin et tout, et j'en avais tiré une bonne expérience parce que, pour tout vous dire, j'ai demandé et la personne au loin m'avait dit effectivement oui. Et au fur et à mesure qu'on s'approchait ensemble sur la piste de danse, j'ai pris confiance. Pourquoi? Parce que elle aussi, elle venait et d'autres pensaient qu'elle n'avait pas de cavalier. Donc, c'est trouvé qu'elle venait et la première m'a dit non, j'aimerais. On s'est dit mais non, mais je vais là-bas. Alors, l'autre dit ah bon? Et un deuxième qui dit mais non, mais. Et voilà, j'avais déjà réservé, on va dire ça comme ça, ma danse. Et j'étais très content de savoir qu'on avait pu échanger là-dessus. Donc, tout ça pour dire que on doit en fait réfléchir à comment aborder la chose. Ça peut être une offre d'emploi, ça peut être le fait d'aller en intervention. Tout est sujet à une opposition. D'accord? Notamment dans le milieu aéroportuaire, dans le milieu aérien. J'ai pris conscience que l'avion a besoin de s'attaquer au vent pour pouvoir voler. On appelle ça la portance. D'accord? Donc, et il y a cet écoulement d'air qui fait qu'on en a besoin. Et plus on exerce la poussée, d'accord, et plus, en fait, on peut prendre en dimension. Et c'est là que j'ai vu qu'en fait, tout ce qui nous arrive est nécessaire. Toutes les épreuves qui nous arrivent sont, lorsqu'on rencontre un challenge, un défi, on pourrait dire ça comme ça, il faut y aller. À tel point que lorsqu'on y va et lorsque vous rencontrez cet échec, il faut recommencer sans cesse. Et ne pas rester sur la défaite. Maintenant, après avoir tout essayé, il faut se remettre en question, en fait. Peut-être la manière d'aborder ce point d'inertie qui nous a affectés nous demande de voir les choses sous un autre angle. D'accord, mais de ne pas rester dessus. Donc, par exemple, les bons moments, nous les mettons dans notre poche. Les mauvais moments, nous les déposons dans notre cœur. C'est de l'auteur Les Brown. Et effectivement, j'avais une autre façon de la formuler. On sait voir en l'autre plus ce qui nous choque, qui nous affecte, ce qu'on n'aime pas chez l'autre. Mais on n'a pas toujours cette faculté à reconnaître chez l'autre les qualités. On va plus se souvenir, ah, il m'a fait ci, un tel m'a fait ça, mais et les bonnes choses alors. Donc, si je comprends bien, on a rencontré des êtres humains dans notre humanité de tous les jours, et on n'a appris que des mauvaises choses, alors que non, on apprend aussi des bonnes. Et on a tendance justement à se souvenir que ça. À tel point que ça a fait que j'ai travaillé en fait sur la recherche pour comprendre qu'était la qualité. Et j'ai appris que, effectivement, les échecs nous accablent mentalement, mais on peut retirer des choses des échecs, de la qualité. Alors, quelle qualité? La qualité qui différencie une personne avec un taux de réussite élevé d'une personne moins talentueuse. C'est sa capacité à gérer ses déconvenues et pertes en tout genre. Effectivement, je reprends. La qualité qui différencie une personne avec un taux de réussite élevé d'une personne moins talentueuse, c'est sa capacité à gérer ses déconvenues et pertes en tout genre. Ça veut dire quoi? Il y a certaines personnes qui ont du mal à l'échec, qui ont du mal à accepter. Et en fait, pour ne pas avoir trop d'échecs, elles se rétractent, elles s'arrêtent là. Et il y en a d'autres qui vont se dire, bon, j'ai eu cet échec-là, mais je vais essayer de voir ça différemment. Et elles vont changer, elles vont avoir un autre regard, une autre approche, pendant quelle mesure qu'elles arrivent. Donc, en fait, un exemple très simple, on a donc des cyclistes, bon, c'est pas dans le bouquin, mais on pourrait se comprendre, on a des cyclistes qui parfois font face à des chutes groupées. Et en fonction de la chute, on a tout type de cyclistes et moi, ce que je regarde maintenant, j'ai un autre regard depuis que j'ai son bouquin. Comment la personne réagit? Il y en a ceux qui ont très mal et tout. Et il y en a d'autres, c'est à travers ces épreuves-là qu'ils récupèrent une énergie colossale. On se demande où est-ce qu'ils ont pris ça. Eh bien, c'est la motivation. S'auto-motiver parfois. Et on voit ça souvent sur les rings de boxe. Lorsqu'on pense que tout est gagné, il suffit parfois que celui qui est au sol regarde quelqu'un qui connaît dans la foule. Ça peut être un parent, ça peut être son coach, ça peut être toutes les raisons qu'ils ont fait que tu as travaillé. Il se remet debout et
il est animé par une énergie, on se demande d'où est-ce que ça vient, et il reprend. Et il y en a d'autres qui restent au sol aussi. D'accord? Il faut les reconnaître. Et en fait, cette capacité à gérer les déconvenus, c'est important. Parce qu'on ne se remet pas forcément en question, mais les échecs creusent aussi un fossé entre le faire et le vouloir. Oui. Et oui, parce que on est souvent, on a souvent en tant que parents, j'ai pu observer ça, on a deux catégories d'enfants. Ceux qui prennent leur vélo, ils tombent au sol, ils pleurent, donc ils ont besoin de maman, papa pour les consoler. Et il y en a d'autres qui sont tombés, mais regardent qu'est-ce que maman, qu'est-ce que papa va dire pour savoir est-ce qu'il pleure ou pas. Et c'est important ce moment-là. Tu as appris quelque chose là. Hein? Tu sais maintenant comment tomber. Maintenant, il faut te relever. Allez, on y va. Et en fait, l'attitude joue beaucoup. Qui fait que l'enfant oublie déjà combien de fois qu'on a vu des enfants se chamailler et finalement, ils retournent ensemble. On vient de rire. Attends. Et où les enfants ont des stratégies. Donc, on veut tout cesser, mais c'est pas souvent le cas. Et on va découvrir que entre le faire et le vouloir, il y a donc des étapes auxquelles j'ai jamais pensé. Des pièges que nous vivons tous les jours. Et vous allez me dire, mon cher animateur de notre émission, Plaisir de lire, lequel vous parle le plus? En toute franchise, n'est-ce pas? Comme d'habitude. Alors, le premier piège, il y en a 11, hein? Le piège de l'erreur. J'ai peur de ne pas bien le faire. Donc, les échecs nous maintiennent en retrait. Donc, il y a des personnes qui ont une capacité énorme, mais ils voient que certaines personnes font certaines choses, mais eux, ils veulent tout bien faire tout de suite. Donc, le piège de l'erreur. Ça me parle. OK? Deuxième piège. Le piège, alors là, de la lassitude. Aujourd'hui, j'en ai marre, je suis fatigué. Une accumulation d'échecs nous épuise. À force d'affronter des échecs, il y en a ceux qui se disent, bon, là c'est bon, j'arrête. Le piège de la lassitude. Alors qu'en fait, après un certain nombre d'échecs vient une grande réussite. Certains vont se reconnaître, n'est-ce pas? Troisièmement, le piège de la comparaison. Oui. On connaît l'expression créole, ignomanie. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Ignomanie, comparaison. Effectivement, on aime se comparer. Alors, quelqu'un d'autre mieux qualifié que moi peut le faire. Les défaites font naître un sentiment d'infériorité par rapport aux autres. Ah, lui, il est meilleur que moi dans ce domaine-là. Ah non, je ne me vois pas faire ça. Lui, c'est plus son... Effectivement, il ne faut pas confondre la capacité, selon moi, à faire quelque chose et ce qu'on trouve en milieu professionnel qu'on appelle le domaine d'expertise. La personne est calée dans son domaine, d'accord? Mais ça ne nous amoindrit pas pour autant, d'accord? On peut même étonner certains de par nos capacités à réaliser certaines choses. Donc, le piège de la comparaison devrait pouvoir penser à se dépasser quelquefois. Maintenant, quatrième piège, l'instant piège. Alors, ce n'est pas le bon moment. Après une accumulation d'erreurs, on a tendance à hésiter. Je t'aimerais essayer. Combien de personnes se sont déjà lancées dans l'entreprise et au bout de 3-4 entreprises, non, ils ne fonctionnent. Ils arrêtent, ils se disent, bon, peut-être que ce n'est pas pour moi d'entreprendre. Ça s'arrête là. Alors qu'en fait, on peut être bon, on se dit jamais, mais je suis passionné de quelque chose. Et j'ai constaté que pour avoir côtoyé bon nombre de chefs d'entreprise, que ce soit hommes ou femmes, ceux qui réussissent le mieux, c'est ceux qui ont réussi à associer leur passion à leur activité professionnelle. C'est-à-dire que c'est même plus une difficulté pour eux de travailler, de se lever le matin et tout. Parce qu'il y en a ceux, il faut que j'y aille là. C'est 8 heures, il y a 7, oh non, pas encore. Ou encore lui, je vais croiser un tel ce matin. Et effectivement, le piège de l'instant piège, c'est ça. Hein? Donc, il y a un autre piège, le piège de l'inspiration. Je n'en revenais pas d'entendre celui-ci. Donc, j'ai l'impression que je ne vais pas faire ça correctement. Je ne me sens pas inspiré à le faire. Donc, les défaites nous démotivent complètement. C'est-à-dire qu'on n'a même pas encore commencé à travailler. Le nombre de fois qu'on a dit, attends, la personne n'a même pas encore commencé à faire le travail,
qu'elle est déjà... Elle peut pas le faire, mais elle n'a pas commencé. Donc en fait, le piège de l'inspiration. Ensuite, le piège de la rationalisation. Alors les personnes qui sont cartésiennes et pragmatiques, là, eh bien, ce n'est peut-être pas si important que ça. Hein? Les échecs nous font perdre la bonne direction. On dit, on connaît ses capacités, mais on se dit, mais non, c'est pas si important que ça. Donc, on zappe quelque chose qui aurait pu être une lumière, nous apporter quelque chose, mais on évite. Hein? Donc, on rationalise. Nous n'avons plus de perspective à ce moment-là. Ensuite, alors celui-là, beaucoup de gens vont s'y retrouver, le piège de la perfection. Je suis sûr qu'il y a une meilleure façon de faire. Quand je l'aurai trouvé, je démarrerai. Hein? Donc, on veut tellement bien faire que finalement, on ne fait rien. Oui, oui. Et pourtant, la démarche qu'on a là, c'est un piège. Et on confond en fait le fait de réaliser certaines choses correctement et le fait de faire quelque chose parfaitement. Mais il faut déjà commencer à le faire. Et je pense qu'avec le temps, on peut se parfaire. Donc, à toutes les personnes qui disent, de toute manière, mais comment c'est quoi l'expression? Personne n'est parfait, mais ça ne nous empêche pas de nous améliorer, de chercher une façon d'améliorer au fur et à mesure, de prendre certains points au fur et à mesure. Et en fait, on a l'exemple de Walmart, qu'il prend dans le bouquin. Le PDG de Walmart, il y avait quelqu'un qui était en admiration devant lui. On lui a dit, mais pourquoi Parce qu'il cherchait toujours un moyen d'améliorer toutes ses faiblesses. Oui. Ça, je trouve ça intéressant. Je n'y ai pas pensé forcément, mais on a des points à améliorer. On a certes des points forts, mais sans cesse. Et ça fait de nous une belle personne. En fait, c'est comme un diamant brut qu'il faut retirer donc, dans la roche. Et effectivement, alors, le piège de l'évaluation. Ouais. Alors, je pensais que ce serait simple, mais ce n'est pas le cas. Nous mettons l'accent sur les difficultés. Oui. Le piège de la justice. Ce n'est pas à moi de faire ça. Hein? Les échecs nous confortent à cette question. Pourquoi moi? Alors que c'est une manière de se dépasser, retrouver en soi des qualités insoupçonnées ou insoupçonnables. Ensuite, le piège de l'opinion publique. Oui. Oh là là, les personnes qui sont dans le secteur de... n'est-ce pas? Si je me plante, qu'est-ce que les autres vont penser de moi? L'accumulation d'erreurs nous paralyse. Mais au contraire, il faut pouvoir se planter. Il y a un autre auteur qui disait, plantez-vous, mais plantez-vous vite, mais rapidement pour rebondir. On ne dit pas de ne pas se planter. On dit en fait de ne pas demeurer dans la plantation. Mais de se dépasser, d'accord? Et de s'implanter ailleurs. Hein? D'accord, n'est-ce pas? Donc, on ne va pas trop se surprendre. Mais en fait, le piège de mon image personnelle, si j'échoue cette fois-là, cela veut dire que je suis un raté. Oui. Les défaites affectent notre image de nous-mêmes. Donc, autant d'éléments qui pourraient nous apporter des changements. Vous êtes la personne la plus importante. Alors, j'aime beaucoup cette citation. Hein. Ça vient d'un maître yoga qui s'appelle Kripal Vananda, qui dit « Mon enfant bien-aimé, arrête de te déchirer le cœur, car à chaque fois que tu te juges, tu te brises davantage. » Et juste à côté, l'auteur dit « Vous êtes la personne la plus importante avec laquelle vous ayez jamais parlé. Alors, faites attention à ce que vous dites. » Et oui, on ne se rend pas compte. Mais non, je ne peux pas faire ça. Ah, je ne suis pas bon. Ou, non, il est meilleur que moi. Non, on doit faire attention quand vous utilisez le terme « je ». Je suis capable, je peux faire ci, je peux faire ça. Et en fait, si je le retrouve entre-temps, si ça me revient à l'esprit, c'était une manière de suggérer des leitmotivs. Et en fait, l'auteur, il en est arrivé à des mots, des phrases qu'on dit sans arrêt sur le fait de s'amoindrir, alors qu'on peut se dépasser. On aura peut-être l'occasion d'en reparler ultérieurement, si le temps nous est imparti. Je ne sais pas combien de temps qu'on a.
Il nous reste un peu moins de 10 minutes. Moins de 10 minutes, mais je vais vous le trouver. Rapidement, chers téléspectateurs. Voilà, alors, il énumère un certain nombre de qualités sous la responsabilité. C'est-à-dire que on ne se rend pas compte, mais on est responsable de nos échecs, comme on est responsable de nos réussites. Mais dans la mesure où on est responsable de nos échecs, savoir prendre ses responsabilités est la qualité la plus importante que l'on puisse posséder. D'accord? Donc, je m'adresse à tous ces pères de famille qui aiment leurs enfants, mais qui ne peuvent pas toujours être là. D'accord? Donc, on peut toujours faire l'effort. J'en connais un mon mécano qui m'a annoncé ça récemment, et j'étais très content. Il a donné des challenges à sa fille. Et en fait, sa fille a pour but de... Tu réussis, tu donnes le meilleur. Je ne te dis pas d'avoir les meilleures notes qui soient, mais tu fais en sorte d'être une bonne élève. Tu donnes le meilleur de toi-même. Tu sais que tu as tout donné. De temps en temps, tu demandes à maman, tu demandes à papa. Certaines questions, si on connaît, on va te donner, mais si on ne connaît pas, ce n'est pas grave si tu n'as pas une bonne note et tout. Mais tu fais en sorte de réussir. Par contre, à chaque fois que tu réussis, tu peux demander à maman, à papa quelque chose. Dans la mesure où on peut, on te l'accorde. Et là, il m'a annoncé, je n'en revenais pas, que sa fille lui a demandé, bon papa, j'aimerais partir avec toi cette fois en vacances en France, voir Tati. Et lui, c'était difficile. Dans ce moment, le contexte n'est pas toujours évident. Et en fait, sa fille, déjà, à chaque fois qu'il va voir les parents professeurs, enfin, conseil de classe, rencontre parents professeurs, l'enseignante lui dit, mais non, votre fille, ça va, quoi. Mais pourquoi vous êtes venu, monsieur? Pourquoi vous êtes venu? Donc, il était content. Et à force d'entendre ça à chaque fois, il s'est dit, non, je ne peux pas refuser à ma fille. Donc, il s'est donné un challenge. Et il a fait en sorte de serrer la ceinture pour faire en sorte que... Parce que dès lors qu'on franchit les 3 ans, c'est quoi que c'est le prix d'adulte, un billet d'avion, n'est-ce pas? Et en ce moment, c'est... Oui, quand on franchit un certain âge, le coût du billet d'avion, c'est chaud, hein? Oui. D'accord? Donc, voilà. Et en ce moment, bon, on remercie à tous ceux qui défendent les intérêts des ultramarins là-dessus, n'est-ce pas? Mais effectivement, donc, pour revenir à ça, il a réussi ce challenge. Et des difficultés ont été un leitmotiv pour lui. Donc, quand on a certains points d'inertie, des choses qui nous empêchent de progresser, ça peut nous aider à aller de l'avant. Donc, c'est ça que je veux amener à nous dépasser. Donc, il dit, une mentalité de victime incite toujours les individus à se focaliser sur ce qu'ils ne peuvent pas faire, au lieu de se concentrer sur ce qu'ils peuvent faire. C'est la recette parfaite pour avancer d'échec en échec. Tandis que si la vie était juste, Elvis serait toujours vivant et ses imitateurs seraient morts. N'est-ce pas? Elvis Presley. Bien oui, les choses qui nous font mal nous instruisent. On ne voit pas forcément une blessure. J'ai rencontré un professionnel récemment également. Il avait la jambe avec des attelles et tout. Il avait mis quelque chose. Et je vois que ça l'a calmé. En fait, lui, il aime entreprendre. Il a etc. d'activités. Il faisait tellement jeune que j'étais loin d'imaginer qu'il avait 4 enfants. Et il veut organiser des événementiels. Il veut faire certaines choses absolument. Et il a peut-être une béquille, mais il avance. Donc, voilà, il était dans les hypermarchés, il bouge, il cherche des solutions, voire il contacte. J'en revenais pas. Donc, le plus important dans ce que nous allons rencontrer comme point d'inertie, c'est notre attitude. Quand la chose nous arrive, quand on est impacté, quelle attitude que j'ai vis-à-vis de la difficulté d'aujourd'hui, de telle personne qui a eu des propos blessants, parce qu'il y a une manière de, quand on vous envoie des phrases et tout, de reformuler. Je vais vous raconter une anecdote qui m'est arrivée. J'ai retrouvé, ce que je voulais dire, on va terminer là-dessus. Je suis allé dans une boulangerie, il y a 2 jours, je crois. Il n'y a pas c'était, bon, sur Fort-de-France, il y en a plusieurs. Et j'ai voulu, j'ai vu une dame qui était très souriante, qui me faisait des sandwichs et tout. Et j'ai voulu prendre des sandwichs. Je dis à la dame, mais madame, franchement, vous êtes une personne vraiment positive et tout, souriante. J'ai dit, ça fait longtemps que vous faites ça. Elle dit, oui. Vous êtes toujours comme ça. Ah oui, il faut être comme ça et tout. J'ai dit, mais j'imagine qu'une personne comme vous avez dû faire de beaux enfants. Et elle me dit, oui, j'en ai 2 grands et tout. Et
Je dis, waouh, ben franchement, félicitations. Et il y a un monsieur qui arrive, je ne sais pas qui il est, il surgit et il me dit, mais monsieur, justement, je suis le mari. Alors, faut féliciter le mari aussi. J'ai dit, ah, bien, félicitations, monsieur. Bien, vous êtes une belle personne qui a rencontré une autre belle personne. Et la boulangère me fait que c'était pas vrai. C'était pas son mari, c'était son collègue de travail. Alors, moi, j'étais doublement gêné. Alors, il a vu que j'étais positif. Je dis, ah, c'est bien, monsieur. Vous avez des perspectives. Et à ce moment-là, je dis, mais il m'a remercié. Pourquoi? Parce que j'ai pas cassé, parce que il voulait être dans ce cadre-là. Et j'ai pu prendre congé, j'ai dit, mais décidément. Et je l'ai remercié pour avoir fait des sandwichs. Je suis passé à la caisse et monsieur m'a salué. Tout ça pour vous dire qu'il y a une manière de reformuler les choses pour quand quelqu'un essaie de vous rabaisser, de vous atteindre, vous avez un échec, vous tombez. Eh bien, par exemple, Edison a dit, je crois que c'est Thomas Edison qui a dit qu'après un certain nombre, il a en fait, on lui a demandé, vous n'avez pas marre de vos échecs, de tomber à chaque fois où vous trouvez. Il a dit non, j'ai simplement appris mille et une façons de trouver une nouvelle façon de trouver la lumière, le filament qui me permettrait d'émettre la lumière. C'est juste différentes expériences, jusqu'à ce qu'il ait trouvé la bonne façon. Mais en fait, regardez, et on a terminé, on pourrait se dire, je choisis de mourir, je choisis de haïr, je choisis de pleurer, je choisis de nier, je choisis d'ignorer, je choisis d'avoir raison, je choisis de me disperser, je choisis de travailler, je choisis d'être en colère, de désespérer, d'abandonner, je choisis de souffrir, d'étruire, d'échouer, d'éteindre, de faire le minimum, de suivre, de flâner mes choix. Mais je peux se dire, je choisis de vivre, je choisis d'aimer, je choisis d'ouvrir, je choisis de rire, je choisis de croire, d'entendre, de comprendre, de me concentrer, de m'amuser, d'accepter, de persévérer. Je choisis de guérir, je choisis de créer, de réussir, de ranimer, d'exceller, de mener, de m'engager. Je choisis ma vie. Bien, j'en ai terminé. J'espère que vous avez beaucoup aimé. La suite au prochain épisode et à la prochaine. Merci beaucoup, Stéphane. Comme d'habitude, tu nous as fait réfléchir sur nos habitudes, nos pratiques. Donc, tu as dit qu'il y a une suite puisqu'on n'a pas terminé. Donc, ce sera avec plaisir. Est-ce que tu peux nous redonner le titre de ton ouvrage? Alors, l'ouvrage s'intitule « Parfois on gagne, parfois, bien sûr, il y a peur, mais parfois on apprend. » Parfois on apprend. On est en mode d'apprentissage. Donc, apprenons. Et je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Stéphane. Si, comme Stéphane, vous souhaitez présenter, comme il le fait aujourd'hui, un coup de cœur, un livre qui vous a touché, vous pouvez le faire tout simplement en composant le numéro qui va s'afficher, à savoir le 06 96 19 41 13. Et nous nous ferons un plaisir de vous recevoir sur le plateau de Plaisir de lire sur Zouk TV. Merci, chers téléspectateurs, pour ce temps que vous avez passé en notre compagnie. Merci à nouveau, Stéphane. Merci, Plaisir de lire, et au plaisir de vous donner la suite. À bientôt. Merci beaucoup. Il a déjà appris les mots de ma bouche. Je vous souhaite une bonne fin d'après-midi et je vous dis à très bientôt.